Dans l'actualité également, est-ce la fin de la mondialisation? La question peut sembler surprenante, mais il y a bel et bien un coup d'arrêt à la croissance des échanges. Page spéciale ce soir. On vous retrouve dans un instant. François Langlais, bonsoir. Mais d'abord, le constat des ports au ralenti, des porte-conteneurs à l'arrêt. Laurent Desbonnets, Nicolas Bertrand, Pauline Juvigny. Une flotte entière de navires fantômes, immobiles, sans chargement. Ils sont ancrés depuis des mois à la sortie du port de Singapour. Des navires presque à l'abandon, ce capitaine de bateau de plaisance en voit ici de plus en plus. Il y a encore de l'équipage. Quand ces bateaux sont arrêtés, il faut juste un peu de personnel pour les surveiller. Des dizaines de navires à l'ancre, représentés ici par des losanges verts. Comme eux, plus de 20% des porte-conteneurs sur la planète sont en ce moment à l'arrêt. Plus assez de marchandises à transporter. Ce tanker, par exemple, a été saisi par la justice. Les propriétaires ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Alors la banque a fait saisir le bateau. Il y en a beaucoup dans ce cas. On en voit tous les jours dans les journaux. Une crise à la mesure de ces mastodontes. Toujours plus grands. Symbole de la mondialisation, ils ont été commandés par dizaines au début des années 2000, en plein boom des échanges commerciaux. En 15 ans, 4 fois plus de porte-conteneurs. Une croissance excessive, car à la surprise générale, avec la crise, le commerce mondial ralentit et beaucoup de ces navires sont déjà inutiles. Le mois dernier, des marins appellent à l'aide. Leur compagnie coréenne a brutalement fait faillite et ne peut même plus payer l'accès au port pour ses 40 porte-conteneurs. Pas de ravitaillement en nourriture. Certains sont restés bloqués en mer pendant plusieurs semaines. Un gros coup de frein sur les échanges mondiaux, avec des conséquences visibles également en Europe. En Allemagne, au bord de la mer du Nord, nous découvrons le port de Wilhelmshaven, quasi désert. Ce port flambant neuf peut accueillir jusqu'à 4 navires géants en même temps, mais il est en ce moment presque complètement à l'arrêt. Toutes les grues sont relevées. Les installations ont été prévues ici pour accueillir 3 millions de conteneurs par an. Il y en a eu l'an dernier, 6 fois moins. Le directeur général nous fait la visite de ce nouveau port, pourtant ultra moderne, construit pour environ 1 milliard d'euros. Le quai fait 1,7 km de long. C'est une grande taille. Un quai sans navire. Ces constructeurs n'avaient pas du tout prévu le ralentissement du commerce mondial. On a 135 hectares de terrain sur le terminal. Donc c'est une capacité énorme. On a beaucoup de grues, beaucoup de machines. Mais faute de navires à décharger, les employés dans les grues sont le plus souvent inactifs. Seulement 400 personnes travaillent ici, loin du millier prévu initialement. Et contrairement aux prévisions, aucune entreprise logistique n'est venue s'installer sur ce terrain, à proximité. Le directeur du port n'est plus très optimiste. Je ne m'attends plus à une forte croissance. Les années avec 10% d'augmentation du commerce mondial ne reviendront pas. Notre marché est désormais saturé. Une crise du transport maritime qui n'épargne pas la France. CMA-CGM, 3e transporteur mondial, affiche des résultats en berne. Plus de 100 millions d'euros de pertes au dernier trimestre. La compagnie française assure elle aussi avoir mis plusieurs de ses navires à l'arrêt. Alors, que se passe-t-il sur la planète? François, on va mieux comprendre grâce à votre studio virtuel. D'abord, à l'échelle des 25 ou 30 dernières années, quel est le constat? Eh bien, regardez, David, cette courbe, c'est l'évolution des échanges internationaux sur cette période-là, précisément. Échanges de biens, de capitaux et de services. Elle se décompose en 3 phases. La première, c'est la mondialisation. Elle commence en 1989, juste après la chute du mur, et se poursuit jusqu'à la veille de la crise, en 2007. Pendant cette vingtaine d'années, les échanges ont littéralement explosé. Deuxième phase, la crise, avec une chute brutale des échanges suivie d'une petite reprise. C'est l'une des plus fortes secousses
jamais enregistrée dans l'histoire économique. Et troisième phase, la stagnation des échanges avec ce plateau bas sur lequel nous sommes toujours aujourd'hui parce que nous n'avons toujours pas retrouvé le niveau des échanges de l'avant-crise, loin s'en faut. Alors pourquoi ce coup de frein qui semble durable? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le ralentissement de la croissance économique mondiale. Ensuite, moins de délocalisation en Chine. Et enfin, la montée du protectionnisme. Comme si une sorte de fatigue de la mondialisation s'était installée. C'est le retour des frontières nationales, à la fois au plan politique et au plan économique. On l'observe partout. Et ce que veut nous révéler, François, c'est que c'est un grand classique de l'histoire économique du monde entier. Absolument. On a déjà expérimenté ce cycle plusieurs fois. La dernière fois, c'était durant la crise des années 30, après le krach de 1929. Mais tous les précédents n'ont pas été aussi noirs. Prenez par exemple les années 1850. À l'époque, le développement des communications, l'arrivée du train qui bouleverse l'économie, provoque une poussée de la mondialisation qui débouche comme d'habitude sur une crise financière en 1873, laquelle provoquera ce qu'on appelle la Grande Dépression. Le monde se referme alors, mais tranquillement, le temps de digérer les excès de dettes qui ont été accumulés, et tout cela prépare l'éclosion de la belle époque au tournant du siècle. En réalité, ce cycle est aussi vieux que le capitalisme lui-même. En 1492, au moment de la découverte des Amériques, la première mondialisation suscite déjà des poussées protectionnistes et de contestation. Parce qu'à l'époque, le début des échanges transcontinentaux avait provoqué des fortunes considérables et scandaleuses faites par des aventuriers, tout le monde s'en plaint. Et l'un des plus critiques devant ces inégalités, c'est le théoricien de la Réforme, Luther. Il écrira en 1524 un essai pour critiquer l'usure, bien sûr, mais aussi le commerce lointain. C'est le premier héros de l'anti-mondialisation. La mondialisation en accordéon. Merci François.